Bonjour. Pierre Fédida. Par où commence le corps humain? Retour sur la régression. Les conduites alimentaires ou sexuelles, les expressions addictives de la vie affective sont régression. Fixation de la libido. L'analyste accède dans la parole entendue des formations imaginaires d'autant plus violentes qu'elles sont discrètes dans le silence du langage et témoignent d'une puissante détresse. Existence de processus régressifs dans les pathologies graves, état limite, troubles narcissiques ou comportements addictifs. Ce qui compte dans la régression, c'est l'imagination des formes, symptômes et leur localisation déplacée. L'informe, le mouvement est perçu par l'analyste qui construit les formes de la régression. Le corps, tel un document, délivre des représentations fonctionnelles. Georges Bataille parle d'une structure de langage, de la chose. Ferenczi avait pressenti, pour éviter le psychocentrisme, d'écouter et interpréter avec des formes analogiques. Devenir lisible du non subissant sa propre force d'écrasement jusqu'à son être, son état de chose. Julia Kristeva dit « Je tiens l'informe pour structural ». Rosalind Krauss, dans une optique surréaliste de privilégier un concept et une méthode de la régression, à savoir une vue psychanalytique des fantasmes, sensations des zones et orifices du corps. L'écoute de la parole dans la cure fait apparaître l'analité et l'oralité en superposition ou en transparence réciproque. Hans Bellmer a vu que c'est le rêve qui accorde une opticalité au corps en raison de sa valeur hypocondriaque. Chez Frances Toustin, l'enfant autiste entre en contact avec son urine, sa salive, dans une sorte de tentative de reconstitution d'une surface corporelle de l'auto-érotisme. L'informe est l'opération de régression qu'effectue la neutralité dans sa réception-construction du corporel tel que le symptôme l'exige. L'évocation des pathologies addictives et des anorexies ou boulimies est sollicitée car la destitution de toute représentation intervient avec violence sur la pensée. Depuis la naissance, la bouche désoriente au point d'en faire le trou obscur de tous les mélanges. Violence d'organes, retenue et masquée par l'ornement des lèvres. La régression est une décomposition spectrale de la fonction du moi, Jacques Lacan. L'architecture humaine est complexe dans notre représentation et on voudrait qu'elle soit la projection de notre corps interne et externe de la complexité supposée de notre cerveau. Freud a ouvert le corps humain par décentration des organes, puis par déplacement et indéfinition de la fonction sexuelle dont l'exclusivité est retirée au seul organe génital. Freud a désorienté le corps humain, mais lui restitue un commencement et une fin par l'inscription des organes dans une histoire onto-phylogénétique dont le décryptement échappe à l'interprétation symbolique systématique selon la représentation masculin-féminin. Freud n'a jamais manqué de rappeler aux médecins qu'ils ne gagnent rien dans l'analyse à faire appel aux connaissances acquises sur l'organe dont se plaint le malade. C'est la langue et son usage qui donnent forme aux organes dont le malade se plaint. C'est le mot prononcé à l'ouverture de la bouche qui, tel dans l'image du rêve, invente l'organe. Les zones érogènes peuvent remplacer les organes génitaux et il faut désormais avancer l'idée qu'à chacune de ces modifications de l'érogénéité dans les organes pourrait correspondre une modification parallèle de l'investissement de la libido dans le moi.
La sexualité dans son origine auto-érotique est marquée par cette imperfection de l'organe et ainsi par son inadéquation au but recherché. Toutes les parties du corps comme équivalent d'un organe génital. Dommage que je ne puisse pas m'embrasser moi-même, imaginait Freud. Toute nostalgie de complétude sexuelle laisse la bouche ouverte sur une parole qui ne procède d'aucun commencement du corps. La bouche, véritable espace nulle part du rêve et organe imparfait de la vision du sexuel. Benveniste écrit que c'est bien dans l'histoire de ce monde-ci que Freud projette une chronologie du psychisme humain. Freud appelle un imprononçable de l'échange tel que l'effectue le rêve raconté dans la situation analytique. L'écoute reçoit l'intention de communication et de signification des représentations verbales. D'une manière hallucinatoire, l'analyste perçoit le régressif et forme dans sa propre régression l'interprétation. Le fossile qui conserve le vivant à l'état inanimé détient l'inaltérabilité du primitif en mouvement. Pétrification du temps qui lui ôte son pouvoir d'altération et préserve le stylistique de la forme. Aby Warburg, dans le contexte anthropologique de l'histoire de l'art, concevait la forme en mouvement. La propriété de l'hallucination négative que connaît le rêve consiste en cette abstancisation d'une personne en présence. La stylistique de la forme, écriture de traces du mouvement du primitif. Gradiva commente le primitif, se donne comme pur phénomène de la présence de la personne ou manifestation de la survivance. Formulation de Freud, l'animique primitif au sens plein est incapable de passer. Le géologique est bien ce matériau imaginaire d'un temps hors le temps de la mémoire. Il porte l'écriture sans effacement, sinon celui de l'oubli, négligent ou effrayé des hommes. La régression est une restitution de la survivance de la forme vivante que l'on pouvait croire détruite. Freud dit que le profane a l'impression que les maladies de l'esprit sont une destruction. La forme qui résulte de cette altération est inconnue de l'informe et procède pourtant de l'action violente du mouvement. L'art de l'altération est un art de la restitution, l'étrangeté humaine passant par la mort. Altération comme décomposition partielle, analogue à celle des cadavres. Le professeur protestant Rudolf Otto appelle ce passage le tout autre, le sacré. La décomposition et la putréfaction du cadavre auraient quelque chose d'absolument horrible pour la pensée dès lors que la représentation s'en empare. Menacés par une mélancolie mortelle, privés de l'espérance du deuil, les humains sont conduits à un choix totémique, d'évitement où la tête de l'animal est le masque. Masque entre humain et animal, ce que Karl Einstein appelle pouvoir d'autométamorphose. Les masques animaux ont la particularité de sauver le visage humain de la destruction. L'horreur concerne la décomposition cadavérique d'un visage humain. C'est le néant absolu qui revient à être une destitution du primitif. Le déshumain commence dans le quotidien par une perte des visages. L'évitement mélancolique de la régression transférentielle est tout entier là, dans cette souvenance qui sauve le visage du néant. Rien n'est jamais acquis et les œuvres humaines les plus modestes ont vite fait de basculer dans le chaos. La représentation perspective de l'espace soutient et accentue la pensée de l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur et elle justifie l'extériorité de l'objet. L'angoisse affecte la vue, elle vient par les yeux et touche aux yeux qui voient. Le moi a perdu sa domination sur l'organe qui se met à la disposition de la pulsion sexuelle refoulée. Il n'est facile pour personne de servir deux maîtres à la fois.
Le rêve n'est pas autre chose que la manifestation du phénomène de l'inconscient optique au sens visuel, par distinction du visible, vision détachée de la représentation de l'organe génital, tandis que celui-ci devient un véritable appareil optique. En cause non la déconstruction de l'image, mais son animalisation, extraordinaire élasticité produite par sa sensibilité aux excitations. Rosalind Krauss, la nature pulsatile de la vision, fait de celle-ci un modèle de fonction littéralement psychophysiologique. Fonction de l'organe génital, la vue est un affect de l'organe. Freud renforce cette thèse avec l'organe génital en état d'excitation. Les modifications de l'érogénéité sur les organes correspondent à une modification parallèle de l'investissement de libido dans le moi. L'angoisse, angoisse de castration, accorde à la vue la valeur d'un point d'appel, de lieu psychique, de figuration et d'interprétation. Avec Freud, l'angoisse va jusqu'à l'horreur de perdre les yeux, scénique du sexuel, accroissement du processus de dépossession du moi. La régression est intolérable à l'appareil psychique de l'analyste par sa puissance de mise en mouvement, d'animation de l'inanimé. Il n'est pas concevable de penser la régression hors des opérations de clivage que produit la situation analytique. Fantasme de castration. L'abandon du face-à-face rappelle que la formation de l'interprétation, à partie liée avec les modifications engendrées chez l'analyste par la régression. Freud est souvent revenu sur le héros paranoïaque dont l'acuité de vue lui fait savoir que l'autre est avant tout le danger d'être par lui tué. L'expérience du deuil qui concerne les êtres proches aimés va accomplir cette découverte du compromis et de la sauvegarde narcissique du moi, notamment au moyen d'une neutralisation de la menace identifiée au corps de l'autre. L'idée de meurtre au fondement de la pensée de l'autre. L'inquiétante étrangeté produit une ressemblance du semblable qui équivaut à un dédoublement du moi propre, mettre le moi étranger à la place du moi propre, à une permutation du moi et, ajoute Freud, au retour permanent du même. La pratique psychanalytique nous apprend que l'attention de l'analyste est traumatogène pour autant qu'elle se fait attente des souvenirs d'enfance. Ferenczi n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de ceux qui méconnaissaient la force dionysiaque du transfert. Le contre-transfert vise à étouffer la mort défensive en dévitalisant le vivant. L'analyste qui refuse sa propre régression est dans la position de celui qui en appelle à la mémoire du passé, d'où sera retirée l'expérience de la dépossession. La mélancolie allégorise, Benjamin, les images dont la mémoire est pleine. Maladie de la mémoire qui espère tirer de ses propres forces autodestructrices une remise en vie du souvenir. La mort est un symptôme, sa chute. La phénoménologie est en mesure de décrire ce qui se passe dans la relation à l'autre. Avec le patient schizophrène, l'étrangeté de ses pensées et de ses comportements désoriente nos capacités d'identification. Il s'impose une non-communication et une non-compréhension. Le corps du thérapeute est à la fois la désignation d'un lieu et la production d'une membrane de résonance visuelle et sonore. Le clinicien cherche à reconnaître des formes matérielles premières dans ces bruits de voix. Frances Toustin parle de la sensation corporelle, des formes issues de l'impression des objets en deçà de leur représentation objectivante et discursive. Auto-érotisme des formes sensorielles ou sensuelles, lorsque l'enfant se barbouille le corps de ses propres excréments, jouissance au moyen des sensations de forme-substance. Le thérapeute aide le malade à former l'ébauche d'une image psychique qui émane de la partie la plus désespérée et la plus déshéritée de lui-même. Mise en œuvre de l'informe dans la communication sensorielle imaginaire,
Lydia Clark, agissant entre les corps dans le langage ou plutôt dans l'envers des mots. La forme est un processus vivant organique, il n'y a rien d'autre que cela qui puisse se dire action. Thierry Davila, présentant l'œuvre de Lydia Clark, écrit la désubstantialisation de l'objet passe par une transformation de sa fonction psychique, inscrite au cœur du bouleversement de son statut du spectateur, moyen d'action. L'identité formelle d'un moi-corps, voire d'une image de son propre corps. Le thérapeute cesse de pouvoir être thérapeute s'il perd l'imagination perceptive de ses rêves qui donnent à voir ce qui ne se voit plus lorsque les hommes parlant ensemble se renferment sur la compréhension de leurs relations. Ce livre n'a pas cherché à récapituler les théories de la régression, mais il se donne pour projet d'interroger la vue de l'analyste dans la cure et de sa propre capacité de régression à l'écoute de son patient. Merci.